Bonjour à toutes et à tous. Ici notre 113e point d'actualité, briefing. Alors aujourd'hui en format réduit en ce qui nous concerne, mais je suis certain que le contenu sera riche comme d'habitude, grâce à Arnaud. Et je crois qu'Igor nous a préparé aussi quelques petites notes qu'Arnaud pourra nous délivrer. Et notre directeur est à l'extérieur en ce moment, appelé par d'autres obligations. Voilà, donc on va pas tarder trop longtemps. Et donc, Arnaud, j'imagine un programme assez riche aujourd'hui. Oui, pas mal de nouvelles, effectivement, dans le domaine économique. Tout d'abord, Gazprom Bank, qui annonce la suspension de ses opérations en dollars à la suite de la fermeture unilatérale par deux banques américaines, JP Morgan Chase et la Bank of New York, de leurs comptes correspondants. Pour rappel, Gazprom Bank a été sanctionné par le Royaume-Uni, mais ne figure pas, à ce jour en tout cas, sur la liste américaine SDN et Gazprom Bank. Et vous le savez, le canal pour les paiements du gaz ou de ce qui reste des filets gaziers entre la Russie et l'Union européenne. Autre nouvelle économique, le ministre du Développement économique, M. Reshetnikov, et cela va t'intéresser sûrement, qui propose d'exempter de TVA les voyages touristiques en Russie, ainsi que les voyages liés au tourisme entrant en Russie. Et cette mesure, le cas échéant, pourrait être à effet immédiat et rester en vigueur jusqu'en 2027. Autre décision gouvernementale, le gouvernement qui prolonge le dispositif de report de charges sociales pour certaines catégories d'entreprises. Sont notamment concernées les entités liées au secteur de la culture, du tourisme, de la santé, du textile. Et elle pourrait donc reporter jusqu'en mai 2024 le paiement des charges relatives au deuxième trimestre 2022, ce qu'on paye a posteriori. Ce mécanisme est déjà en place et il porte sur déjà plus de 10 milliards d'euros. Donc il y a eu une aide par ce biais-là d'un montant de 10 milliards d'euros octroyés à ces entreprises russes. Quelques mots de politique et de société, avec hier un tribunal de Moscou qui a ordonné la fermeture du groupe Helsinki de Moscou. C'est la plus ancienne ONG de défense des droits de l'homme en Russie. Alors, ce dossier vient d'assez loin en réalité. Dès le mois de décembre, le département moscovite du ministère de la Justice avait déposé une requête demandant cette dissolution et l'interdiction de l'ONG sur le territoire national. Je rappelle que le groupe Helsinki a été créé dans les années 70, à la fin des années 70, pour s'assurer du respect par l'URSS de ses engagements en matière de droits de l'homme pris dans l'acte final de la conférence d'Helsinki en 1975. Et évidemment, cette décision judiciaire prononcée hier fait écho à d'autres décisions du même type, en particulier celle ayant frappé récemment Memorial. Un conseil municipal d'un district de Saint-Pétersbourg a été dissous, là encore par un tribunal. Pourquoi? Sans doute parce qu'en septembre dernier, des élus de ce conseil avaient écrit à la Douma d'État pour lui demander d'inculper Vladimir Poutine de haute trahison. Ce conseil municipal, en 2019, avait vu l'élection de candidats indépendants et de partisans de l'opposant Alexei Navalny. Russie Unie avait perdu sa majorité. Enfin, c'est une nouvelle d'aujourd'hui, de ces dernières heures, la holding Medusa, qui contrôle le site d'information du même nom, basé à Riga, eh bien, a été déclarée, je cite, organisation indésirable en Russie par le parquet général. J'en viens maintenant au gros sujet d'actualité dont tout le monde parle. C'est évidemment l'aide militaire à l'Ukraine, le dossier des chars qu'Igor avait évoqué lundi. Et depuis lundi, les choses ont évolué rapidement puisque le chancelier Scholz a autorisé finalement la livraison de 14 tanks Léopard à l'Ukraine, des chars allemands donc. Il a également autorisé la réexportation par les pays
qui en détiennent actuellement, vers l'Ukraine. Cela concerne au premier chef la Pologne, qui a d'ores et déjà annoncé son intention d'en livrer 14, auxquels s'ajouteront 12 blindés britanniques, mais qui ne sont pas de fabrication allemande. L'autre nouvelle sur le même dossier, c'est que les États-Unis ont également fait part de leur intention de livrer des chars Abrams dans le cadre d'un nouveau paquet d'aide militaire. Donc on voit que les choses se sont débloquées et finalement le chancelier Scholz a obtenu gain de cause. On se souvient de ce qu'avait dit Igor lundi, la condition mise par l'Allemagne, c'était que les États-Unis fassent le premier pas ou en tout cas un pas simultané avec l'Allemagne. Ça a été obtenu. Dans les faits, il est probable que les chars américains seront livrés après les chars allemands, sans doute même longtemps après. Mais politiquement, la demande, la requête allemande a été satisfaite. Parmi les pays qui pourraient, aux côtés de l'Allemagne, des États-Unis, de la Pologne et du Royaume-Uni, livrer eux aussi des chars, en l'occurrence donc des chars de fabrication allemande, certains pays scandinaves, la Norvège, la Finlande, peut-être la Suède, le Danemark, mais aussi des pays du sud de l'Europe, l'Espagne et le Portugal pour quelques unités. S'agissant de la France, la probabilité de livraison de chars Leclerc est très faible pour différentes raisons. La principale étant, semble-t-il, que la France souhaite garder les 200 et quelques chars dont elle dispose. C'est finalement assez peu, surtout en l'absence de perspectives de fabrication de nouvelles unités dans un avenir prévisible. Autre nouvelle dans ce registre de livraison d'armement, Israël, qui a été sollicité par l'Ukraine pour des livraisons de systèmes anti-aériens, plutôt sollicité par les États-Unis, pardon, de systèmes anti-aériens Hawk, qui sont des systèmes assez anciens puisqu'ils ne sont plus en service dans l'armée israélienne, mais Israël n'a pas donné suite. On parlait des États-Unis, il y a une actualité diplomatique qu'il ne faut pas surinterpréter, mais qui en soi est intéressante. Un nouvel ambassadeur, une ambassadrice en l'occurrence, a été nommée et vient de prendre ses fonctions à Moscou, Madame Lynn Tracy. Elle a été nommée par M. Biden en septembre, confirmée récemment par le Sénat. Elle occupait précédemment les fonctions d'ambassadrice américaine en Arménie. On quitte un petit peu le théâtre ukrainien, quoique pas vraiment. Monsieur Mathias Warnig, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un ami de 30 ans, voire de 35 ans du président Poutine. C'est un ancien agent de la Stasi, qui était le correspondant du président russe lorsque celui-ci était agent du renseignement extérieur soviétique en poste à Dresde, et qui, ces dernières années, était le responsable de Nord Stream 2. Eh bien, M. Warnig a accordé un entretien à Die Zeit, dans lequel il dit des choses assez intéressantes, quoique pas forcément inattendues. Il affirme que la Russie n'est pour rien dans le sabotage des deux Nord Stream 1 et 2 en septembre. Surtout, il dit qu'il a rencontré Vladimir Poutine après le 24 février. Il lui a fait part de son désaccord sur l'intervention militaire en Ukraine. Et il aurait demandé, en tout cas c'est ce qu'il dit, à Vladimir Poutine quels étaient les objectifs de cette guerre. Et il rapporte que Vladimir Poutine lui aurait dit lui aurait répondu ne pas pouvoir lui dire que c'était un secret d'État. La Serbie, qui, vous le savez, est soumise à de fortes pressions occidentales, notamment européennes, pour s'aligner notamment sur les sanctions contre la Russie. Eh bien, pour la première fois, le ministre des Affaires étrangères, M. Dačić, évoque l'éventualité de sanctions, je cite, en fonction des intérêts de la Serbie. Ce qui veut dire peut-être que la liaison aérienne via Belgrade pourrait être remise en cause à assez brève échéance. En tout cas, c'est un dossier qu'il faut suivre. Enfin, poursuite de la tournée de Sergueï Lavrov en Afrique. On avait parlé lundi de son étape sud-africaine.
et de son étape au Swaziland. Depuis, il s'est rendu en Angola, l'Angola qui est un ami de longue date de Moscou depuis les années 70, depuis la guerre de libération nationale et l'intervention soviéto-cubaine. Il se dit que Sergei Lavrov aurait dû annuler son étape au Botswana, le Botswana qui aurait été dissuadé par Washington de maintenir cette étape de la tournée de Lavrov. Et parmi les étapes suivantes attendues de cette tournée, on évoque la Mauritanie, on évoque le Maroc, la Tunisie et l'Érythrée, à confirmer et à suivre. Voilà, cher Gilles, ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'actualité russe. Je vois que M. Lavrov va avoir pas mal de miles à faire valoir après tout ça. Alors, alors il n'y a pas énormément de questions, mais alors, je peux revenir sur Nord Stream. Je suis assez frappé tout de même que c'est quelque chose d'assez incroyable en soi, cette explosion, enfin cette double sabotage. Et je suis frappé par le fait qu'on n'en parle pas beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup finalement que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'hypothèses, de preuves, d'allégations. Tu expliques ça comment? Alors, des allégations, il y en a eu. Côté russe, d'emblée, on a pointé les Occidentaux et de façon plus surprenante, quoique en Occident, on a pointé la participation de la Russie. La vérité oblige à dire que d'un point de vue rationnel, on ne voit pas très bien ce qui aurait pu conduire la Russie à saboter ses propres gazoducs. Alors, effectivement, on en parle peu, en tout cas en Occident, on n'en parle plus, et c'est assez troublant. C'est assez troublant parce qu'on a l'impression que personne ne cherche vraiment, ni les Danois, ni les Suédois, ni les Allemands, que peut-être on sait ou on soupçonne fortement, mais qu'on ne pointe pas la responsabilité de ceux qu'on croit derrière tout ça. Finalement, la page du gaz russe est tournée. En tout cas, je pense que c'est un petit peu ça la logique. Je maintiens que, compte tenu des lieux où se sont produites ces explosions, c'est-à-dire à proximité d'îles danoises, très surveillées, secteur très surveillé de la Baltique, très surveillé non pas par les Russes, mais par les Américains, les Allemands, enfin toutes les flottes des États membres de l'OTAN qui sont à proximité, je maintiens que, compte tenu des antécédents récents des services russes, en Grande-Bretagne ou ailleurs, je ne crois pas qu'ils aient pu cacher ce type de choses. Alors, il y a eu des hypothèses assez farfelues. Certains médias ont écrit que les bombes avaient été posées dans les tubes dès le début par les Russes lorsque ces tubes avaient été posés. Les personnes qui ont émis cette hypothèse ont simplement oublié que les tubes avaient été posés par l'entreprise Saipem, qui est une entreprise italienne, et non pas russe. Donc, voilà, on en est là aujourd'hui, ça devient un non-sujet. Je pense que tôt ou tard, on saura. Peut-être que des plongeurs de combat écriront des mémoires ou qu'il y aura des fuites, c'est le cas de le dire. Mais je crois que ces Nord Stream appartiennent à l'histoire gazière de l'Europe. Merci de ces éclaircissements, parce qu'effectivement, une situation étrange. Question, peut-être en aviez-vous parlé dans un précédent briefing? J'ai entendu parler de nombreux incendies à Moscou dans les derniers jours et semaines. Pouvez-vous développer en particulier celui d'un centre commercial? Alors, il faut savoir quand même que les incendies en Russie, c'est quelque chose qui est effroyablement fréquent. Il y a une statistique publiée il y a 5 ou 6 ans à peu près, disant que le nombre d'incendies sur l'ensemble de la Russie induisait la perte de nombre de bâtiments correspondant à une ville de 100 000 habitants. C'est-à-dire tous les ans, par incendie, la Russie perd l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants par incendie, qui sont de toutes sortes d'origines. La plupart du temps, c'est des origines de défaut de maintenance. Le grand classique, c'est l'ivrogne qui s'endort avec la cigarette et qui fout le feu au matelas. Voilà, on a toutes sortes de choses. Il y a également, et ça, je pense que pour les centres commerciaux, c'est aussi une raison, il y a des défauts de maintenance. Il y a aussi encore des restes
d'actes mafieux. On entend parler régulièrement de menaces. Et, quand on ne paye pas, on met le feu. Des fraudes aux assurances. Enfin, il y a une quantité de raisons. Et honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait qu'il y ait particulièrement plus d'incendies maintenant qu'avant. Il faudrait voir statistiquement, mais je pense qu'on en parle plus parce que du coup, surtout quand il y a des incendies spectaculaires comme à Obi, choses comme ça, ça fait des belles images, et deux, on se dit, mais est-ce que c'est pas... Voilà, enfin, il y a ce côté un peu... et notamment, je sais que certains canaux ukrainiens s'en foutent volontiers l'écho, alors laissant entendre qu'éventuellement il serait derrière ou pas, mais enfin voilà, il y a un peu tout ça, mais je ne pense pas que c'est une raison particulière. Je ne sais pas si tu partages cet avis, mais voilà. Absolument. Alors, concernant les déclarations d'Arestovitch, si tu en as entendu parler, euh, alors, pardon, j'ai le temps de retrouver. Voilà, ancien bras droit de Zelensky, grossière vengeance ou les masques tombent, tout simplement. Alors, il faut rappeler qui est Arestovitch. Il était l'un des conseillers bénévoles, d'ailleurs. Il n'avait pas de place très claire dans le cabinet de Zelensky, mais enfin, on le disait, il exhibait un titre de conseiller. Et il a démissionné après des déclarations sur l'origine de la tragédie de Dnipropetrovsk. Il y a une quinzaine de jours, il avait dit que, en réalité, vous vous souvenez de cet immeuble d'habitation éventré avec près de 50 victimes, je crois. Il avait dit, dans un premier temps, que c'était la conséquence de la chute d'un missile anti-aérien ukrainien, suite d'une tentative d'interception. Ce qui lui a été reproché, il a démissionné et depuis, il fait des déclarations effectivement assez, comment dire, en roue libre, notamment sur la situation militaire ukrainienne qu'il décrit comme très inquiétante. Donc voilà, donc je ne surestimerai pas le poids politique d'Arestovitch, donc c'est plus une figure médiatique. Il avait l'habitude d'avoir des causeries radiophoniques quotidiennes, et donc il a une certaine surface médiatique. Et il se distingue toujours par une certaine liberté de ton. Alors, difficile de savoir d'abord le degré exact de proximité avec le président Zelensky, est-ce le rôle qu'il a amené à jouer ou pas, son degré de sincérité, la véracité de ses dires ou la dose de désinformation dans ce qu'il profère. Donc, c'est une question assez complexe. Très bien. Alors, on a une question en deux temps. Le risque de troisième guerre mondiale est-il élevé? Et par conséquent, pourquoi l'Europe ne cherche-t-elle pas la paix? Écoutez, le risque de troisième guerre mondiale, bon, en tout cas, c'est la séquence la plus risquée depuis la crise de Cuba. Je ne ferai pas de parallèle entre les deux parce que je ne pense pas que ce soit comparable, totalement comparable, mais certains diraient peut-être début des années 80 aussi. En 82, 83, il y a eu des périodes, voilà, la crise des euromissiles, la crise de ce qu'on appelait la guerre des étoiles. Les soviétiques étaient très crispés. Ils pensaient que les Américains pourraient chercher la faveur d'une frappe de désarmement, de détruire l'URSS sans être frappé en retour. Donc oui, on est c'est une banalité, hein, on le sait tous, on est dans une période très inquiétante. Est-ce que ça peut dégénérer? Certains le pensent, et j'attire en particulier votre attention sur une tribune que personnellement je trouve très construite, très bien faite, publiée par Monsieur Lelouch, qui a longtemps été député, qui a été président de l'Assemblée interparlementaire de l'OTAN, de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, pardon. Il a également été secrétaire d'État aux affaires européennes du président Sarkozy. Et cette tribune est assez alarmiste. Voilà. Il est vrai que ce à quoi on assiste depuis
semaines, hein, c'est une montée des violences, une montée également en gamme des matériels occidentaux qui sont livrés. Finalement, l'Ukraine obtient à peu près tout ce qu'elle veut. Maintenant, on parle d'avions de combat. On parle en tout cas, l'Ukraine émet le souhait d'obtenir des missiles à longue portée. Personnellement, je pense que si jamais une frappe devait concerner Moscou, et manifestement les Russes s'y préparent, il y aurait une réponse dévastatrice de la part de la Russie. Et que ça peut provoquer des choses, plus d'ailleurs que la livraison des chars que l'on a évoqué récemment. Mais de là à parler de Troisième Guerre mondiale, je pense qu'il faut quand même rester prudent. Alors, on a un esthète qui s'interroge sur les couleurs de ta cravate. Faut-il y voir un signe? Parce qu'à l'écran, le bleu semble plus profond qu'il n'en est en réalité. Це не жовто-блакитний, c'est gris en fait. C'est gris et jaune. Voilà. Donc, n'y voir aucun signe. Avons-nous une idée du nombre de Russes ayant quitté la Russie et de leur profil? Forbes annonce environ 700 000 après le 21 septembre. Est-ce un chiffre crédible? Non, je ne crois pas que ce soit un chiffre crédible. Il y a eu deux vagues. Une première vague après le 24 février au cours des premières semaines, c'est-à-dire mars en gros, avec un profil de personnes, je dirais, plutôt, plutôt haut revenu, enfin des gens qui pouvaient se permettre de quitter la Russie et qui avaient un point de chute, tout simplement, à l'étranger. Alors, des points de chute plus ou moins préparés. Voilà, il y a des gens qui ont rejoint leur résidence sur la Côte d'Azur. Il y en a d'autres qui, plus modestement, ont émigré vers Erevan, Tbilissi, certains vers Belgrade, Kazakhstan aussi, même l'Ouzbékistan. Et je dirais que le profil sociologique et socio-économique de cette immigration, elle varie en fonction du pays d'accueil. Schématiquement, plus les pays vers lesquels se sont rendues ces personnes sont riches, plus logiquement le niveau de revenus des personnes concernées est élevé. Et puis, il y a une deuxième vague. Une deuxième vague après l'annonce de la mobilisation. On a vu, vous vous souvenez, ça a été largement médiatisé en Occident, des files d'attente sur les routes vers la Finlande, en Géorgie, même vers la Mongolie. Bon, et là, manifestement, des gens de conditions plus modestes, certains d'ailleurs n'ayant pas de passeport étranger, comme on dit en Russie. Vous savez qu'en Russie, il y a deux types de passeports. Le passeport intérieur qui correspond en fait à notre carte nationale d'identité, et puis le passeport étranger. Et donc, un certain nombre de ressortissants russes ont rejoint des pays pour lesquels il n'y a pas besoin de passeport ou de visa. Voilà. La question, c'est combien sont rentrés, étant entendu que bien, les visas touristiques sont généralement d'une validité de 3 mois. Ce qu'on sait même en réalité, hein, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont dans des situations un peu embarrassantes, qui ne savent pas très bien que faire de ces ressortissants russes dont les visas touristiques ont expiré. Et ça va se poser dans d'autres pays. On sait aussi qu'il y a des retours, hein. Alors, il y a des articles de bonne foi, des articles de mauvaise foi, il y a des statistiques, on peut tout faire dire aux statistiques, hein. Il y a des statistiques de franchissement de frontières qui parfois sont confondues avec des départs nets. Évidemment, ça n'a rien à voir. La fourchette de 700 000 me paraît un peu élevée, mais je n'ai pas moi, je dirais plutôt entre 300 et 400 000, mais ça fait déjà beaucoup. Oui, surtout que ça s'est fait en deux vagues et donc c'est un peu compliqué, effectivement. Je pense que ce que j'ai entendu dire sur certaines statistiques, ceux qui sont partis en mars ne seraient beaucoup moins revenus, parce que déjà c'était peut-être un départ, une installation qui était plus presque idéologique, c'était plus un rapport au pays, tandis que la deuxième vague était plus pour échapper à la conscription, et une fois que celle-ci est passée, on a vu des gens plus revenir, probablement. Je pense qu'il y a quelque chose de ce domaine-là.
Entreprise familiale basée en France du tourisme réceptif avec une clientèle familiale russe moscovite importante depuis 10 ans. La clientèle nous demande de trouver des solutions pour le paiement de leur séjour avec nous en France, du fait notamment du blocage par l'entreprise privée SWIFT. Quelle piste explorer d'après vous à ce stade? Ouverture de compte bancaire, structure en Arménie, Kazakhstan, Turquie. Alors, étant moi-même de ce domaine-là, évidemment, c'est des questions qu'on se pose, des pistes qu'on explore. Il y a différentes pistes, il n'y a pas encore de solution pérenne. Je vous engage à me passer un petit message via la messagerie de la Chambre avec vos coordonnées et puis on pourra peut-être faire une réflexion ensemble sur voir si on peut trouver des solutions peut-être communes et plus pérennes. Alors, sur la préparation de Moscou, les missiles anti-aériens à Moscou, simple message aux Russes ou aux énonciateurs d'escalade? Encore une fois, bon, restons prudents. Je rappelle que lors de nos briefings, on évite de parler des questions militaires. Donc, je le fais parfois de façon très générale et de façon assez exceptionnelle. Effectivement, on a vu, et c'est documenté, c'est public, que sur au moins 3 bâtiments publics de Moscou, il y a des missiles antiaériens de courte portée, tout autour du Kremlin, en fait. Est-ce que c'est un signe de précaution ou est-ce que la Russie dispose d'informations? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est effectivement, ce n'est pas anodin. Et dans notre auditeur qui s'interrogeait sur l'Europe et la paix, et pourquoi l'Europe ne cherchait pas la paix? D'habitude, elle le fait. Bah, il me semble que là, en l'occurrence, il y a quand même des forces assez importantes qui font qu'il est difficile de demander à l'Ukraine de chercher la paix alors que ces territoires sont encore occupés. Je pense que le fait est là et que la Russie elle-même ne va pas vouloir accepter une paix alors qu'en repartant de ces territoires que si durement acquis. Donc, je pense qu'on est ce qu'on décrit depuis un certain nombre de briefings, c'est une zone un peu compliquée où personne ne veut perdre en réalité. Non, personne à ce stade n'envisage de discussion. Tout le monde attend une explication militaire, une sorte de deuxième ou troisième manche. L'Ukraine a énoncé ses objectifs, c'est-à-dire la reconquête de ces territoires dans les frontières 91 et la Russie également, hein, libération entre guillemets de l'ensemble du Donbass, et pour l'instant elle en est loin, en tout cas dans la région de Donetsk. Et intuitivement, j'ai beaucoup de mal à croire que la Russie rétrocède des territoires qu'elle aura acquis militairement. Donc les choses vont se dénouer sur le champ de bataille. Telle est la volonté, aujourd'hui en tout cas, des Ukrainiens, des Russes, mais également des personnes qui soutiennent l'Ukraine. Et alors, l'auditeur nous signale qu'une batterie antimissile a été installée donc plus à Novosibirsk. On ne commentera pas là-dessus. Et un autre nous dit il semble que le Kazakhstan et la Turquie commencent à limiter les séjours des Russes. Oui, effectivement, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire qu'il y a la question de la longueur du séjour. Il y a ça, et la Turquie, par ailleurs, c'est une information qui est sortie aujourd'hui, cet après-midi, dans le Wall Street Journal, serait l'objet de pressions américaines très fortes pour limiter les liaisons aériennes et faire en sorte que les liaisons aériennes ne soient plus assurées par des Boeing. Voilà. Or, aujourd'hui, que ce soit Aeroflot ou les compagnies turques opèrent surtout des 777, enfin de gros Boeing entre les villes de Russie et la Turquie. Donc, la question des liaisons aériennes que l'on pensait un peu sécurisées, hein, avec Belgrade, la Turquie, puis un peu plus loin l'Arménie et Dubaï, on ne peut pas exclure que les choses évoluent défavorablement et que cette géographie des liaisons aériennes se rétrécisse au cours des semaines à venir. Très bien, écoutez, je crois qu'on est arrivé à peu près au bout des questions. Merci de votre fidélité et tout justement de votre participation avec ces nombreuses questions.
Euh, pour rappel, la CCI France-Russie et le Centre d'analyse franco-russe Observo, donc sous la direction d'Arnaud, ont le plaisir de vous inviter, donc d'inviter les sociétés membres de la CCI France-Russie à une rencontre débat avec le directeur des programmes du Conseil russe d'affaires internationales, Ivan Timofeyev. Alors, ce sera le 15 février à 17h30 dans nos locaux. Arnaud, tu veux peut-être en dire un mot pour un teaser? Oui, alors oui et non, parce qu'en réalité, il n'y aura pas de retransmission. Ce sera en présentiel et uniquement pour les personnes qui pourront venir nous voir. Donc voilà, c'est à Moscou, effectivement, le mercredi 15 février, en présence d'Ivan Timofeyev, qui est le meilleur spécialiste russe des sanctions, qui est une personne qui est très mesurée, qui a toujours des vues très équilibrées. Donc il nous a paru important de l'inviter et de le faire parler devant nos membres, devant également un public moscovite, français et russe intéressé par ces questions. Alors, l'inscription est obligatoire par mail à observo@ccifr.ru. Voilà, donc, je vous engage vivement à le faire. Voilà, donc, fin de notre point d'actualité. Merci encore de votre nombreuse présence en ligne et ensuite en replay. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos points d'actualité sur YouTube. Et comme toujours, tenez bon, la CCI France-Russie est à vos côtés. À bientôt.